Non mais c'est incroyable tous ces emballages de bouffe qu'on trouve par la gourmandise. Salut à tous, est-ce que vous connaissez Foodwar? T'es pas censé enchaîner? Ouais, mais j'ai un problème. Habituellement, je fais une intro pour présenter un peu le contexte de l'œuvre que je présente. Sauf que là, je suis bien embêté. Pourquoi? Parce que, aussi bizarre que ça puisse paraître, il n'y a aucune info sur les personnes impliquées. Et ils sont deux. Ouais, c'est pas possible, on trouve tout sur internet. Même ce dessin animé copiant les Tortues Ninja et des dinosaures, dont tous les gens de notre génération se souviennent, mais dont personne ne se rappelle du nom. Au cas où, c'est les aventures de T-Rex que ça s'appelle. Bon, pendant qu'il ne trouve rien, on va parler des quelques bribes d'informations qu'on peut trouver ici et là. Toute l'histoire commence par Shun Saeki. Ne me demandez pas qui il est ni d'où il vient. Ce type est aussi présent sur internet que des pingouins au pôle sud. Il se fait connaître en 2001 avec le one-shot Kimi to Watashi no Renai Sudan, une histoire dans laquelle un garçon n'arrive pas à avouer ses sentiments à une fille, et du coup, il lui fait croire qu'il en aime une autre. Bref, une histoire assez classique. Toujours est-il qu'un jour, il discute devant un verre avec son éditeur, et il lui vient l'idée suivante. Et si la fille qui se trouve là, elle mangeait une nourriture tellement bonne qu'elle se retrouvait en extase. Alors, je suis pas sûr de l'état d'ébriété à ce moment-là, mais pour avoir une idée comme ça... Qu'est-ce qu'il connaît aux femmes Rick Hunter? Et l'éditeur, un certain Nakaji, va aimer l'idée, sauf qu'il y a un léger souci. Saeki veut bien dessiner des jolies filles en extase, mais il ne veut pas s'embarrasser de choses triviales telles que le scénario. Donc il va falloir trouver un scénariste. Et ça tombe bien, Saeki en connaissait un, rencontré quelques années plus tôt à l'université. Yuto Tsukuda. Tsukuda, il vient d'un petit village de la préfecture de Fukuoka, où il a passé son enfance et son adolescence, jusqu'à se rendre dans les grandes villes pour aller à l'université, où il rencontre Saeki donc. C'est quand même bien fait. Une fois en ville, c'est là qu'il va découvrir la cuisine. Enfin, il connaissait déjà la cuisine, mais seulement celle de sa région natale. Ici, il découvre une multitude de nourritures différentes, et se trouve une passion pour cette dernière. En fait, il se trouve cette passion pour une raison purement égoïste, à savoir celle de ne pas payer à la cantine le midi. Mais tout va changer quand il gagnera le 34e Jump Juniketsu News Commerce Manga Award. Déjà parce qu'il va gagner 150 000 yens, donc les économies sur la bouffe, ça va un peu tomber à l'eau, mais surtout il va pouvoir être publié dans le Weekly Shonen Jump, avec la série Shonen Shiku, un manga sur le football avant d'être approché pour Foodwar. Et au début, il va avoir un peu du mal à raconter une histoire sur des plats qui déshabillent des personnages féminins. Un problème qui va être réglé en 2 temps. D'abord en mettant des hommes dans la même situation, et ensuite en retournant le problème et en leur donnant des habits en forme de légumes. Si on est les choux magiques. Une forme qui viendrait de 2 animés appréciés de nos comparses, Sailor Moon et Pretty Cure. Et des gens qui aiment Sailor Moon et Pretty Cure ne peuvent pas être mauvais. Sauf lui peut-être. Hein? Et c'est ainsi que l'aventure Foodwar a pu commencer. C'est bon, on peut dire que tu n'as rien trouvé et enchaîner sur la suite? Alors, j'ai peut-être un truc. Si la série elle a bien été créée par Tsukuda et Saeki, il y a une 3e personne impliquée dans le manga. Parce que si nos 2 amis ont cuisiné dans leurs jeunes années, ce n'est pas pour autant qu'ils s'y connaissent en cuisine. Oui, c'est paradoxal de faire un manga sur la bouffe quand on sait pas cuisiner, mais après tout, il y en a bien qui font des séries sur les avocats sans jamais avoir foutu les pieds dans un tribunal. Je suis un petit peu dubitative. Et donc pour les aider, ils font appel à Yuki Morisaki, une chef réputée au Japon qui s'est découvert une passion pour la cuisine grâce aux recettes de sa grand-mère, et qui, parallèlement à son métier de nutritionniste, aura une carrière de mannequin allant jusqu'à un jeu de cartes à collectionner. Et comme le dit la chanson, notre monde est tout petit, au moment de la sortie de Foodwar, elle travaille justement pour le Shonen Jump en proposant des recettes de cuisine pour le magazine. Bon ben, je crois qu'on est bon pour passer à la première partie. Tout l'univers se déroule dans une école de cuisine. Qui l'eût cru? L'Académie culinaire Totsuki, mais de son vrai nom, l'Académie de cérémonie du thé et de cuisine Totsuki, malgré le fait qu'il n'y a jamais eu un seul cours sur le thé ou sur la meilleure façon de le servir. Même Ranma à demi fait mieux. Notre histoire a commencé il y a des siècles et des siècles.
Notre originalité fut de combiner l'art de prépa et le thé avec les arts martiaux. Par contre, niveau nourriture, cette école de Tokyo se pose là, étant la plus reconnue et la meilleure du Japon. Et quelle école est en seconde position? Ben, on sait pas, c'est la seule dont on parle. C'est bien ce qui me semblait. En tout cas, la majeure partie des élèves vont tenter leur chance, car sortir diplômé de cette école, c'est la chance de devenir un chef connu à travers le monde. Par contre, les places sont chères, parce qu'on compte en moyenne moins de 1% des élèves qui finissent le cursus. On passe bien souvent de 1000 à 100 durant la première année, et seulement 10 à la fin de la troisième. Donc en soi, tu ferais mieux d'aller dans une école moins prestigieuse, mais avec plus de sûreté d'en sortir avec un diplôme. Et encore, parce qu'avant ça, il faut y rentrer dans l'école. Et autant l'examen d'entrée de UA, il était déjà pas banal, ici c'est encore pire. Ils doivent jongler avec des assiettes? Non, ils doivent juste préparer un plat. Ben, du coup, ça doit pas être compliqué pour des apprentis chefs. Après, il faut passer devant le jury. Et il n'est pas du genre à se contenter d'une nourriture excellente. Il faut qu'elle le soit encore plus. En vrai, on n'en voit qu'un seul qui passe l'examen, et ça, c'est pas très bien passé. Et pour le reste, ce n'est pas rare que les parents d'élèves donnent des pots de vin, histoire que leur progéniture se retrouve sur la liste des inscrits. Une technique relativement douteuse, mais qui de toute façon ne marche pas parce que l'école, elle a une certaine éthique. Mais bon, si vous faites partie du millier d'élèves inscrits, toutes mes félicitations, votre parcours du combattant ne fait que commencer. Parce que si l'académie juge que finalement vous n'êtes pas assez bon, c'est encore une fois la porte. Tu parles d'une éthique? J'ai dit une certaine éthique, j'ai pas dit qu'ils étaient complètement irréprochables. Mais l'avantage, c'est que si vous êtes dans les 10 meilleurs, il y a de fortes chances pour que vous soyez l'élite du monde culinaire, avec un restaurant à la clé. Donc, selon les statistiques, ça voudrait dire qu'il n'y a que 10 restaurants qui ouvrent par an? Même pas forcément, car certains se contentent de devenir des figures majeures du monde de la cuisine, sans ouvrir un établissement ou autre. En tout cas, à présent, les élèves se voient donner 2 cours principaux. Les cours théoriques à base de comment qu'on fait la bouffe, et les cours pratiques à base de comment qu'ils font la bouffe. Car le plus important pour l'académie Totsuki, c'est d'abord et avant tout de donner aux élèves leur plein potentiel dans leur domaine de prédilection. On ne jugera pas quelqu'un sur sa capacité à faire des glaces si sa spécialité, c'est les pâtes. Donc les cours théoriques, ça va être les compétences de base, comme on apprendrait à écrire, et les cours pratiques, ça va être le développement de la spécialité. Écrire de la science-fiction ou du fantastique. Fort heureusement, pour aider les élèves, l'établissement a recours à des mascottes qui sont nommées respectivement Doc Kun et Chef Kun, et qui sont, vous pouvez le deviner facilement, un chien et un chef, même si parfois c'est un renne et un bonhomme de neige. C'est très aléatoire comme représentation. C'était pendant la période de Noël. Comme dans toute école au Japon, on y retrouve également des clubs qui ne sont pas forcément liés à la nourriture. Parce qu'il n'y a pas que ça dans la vie. On a donc des clubs de journalisme, ou de recherche sur les conserves, ou de la nourriture sumo, ou de brochette, ou de la nourriture marocaine, ou de la nourriture végane, ou de... Bon, ok, ça parle quand même beaucoup de bouffe. À notre connaissance, il n'y a que le club de journalisme qui n'en fait pas partie. Malgré le fait que son journal ne parle que de nourriture. Maintenant qu'on a parlé d'admission et de club, il serait temps de parler des différents bâtiments qui composent l'école. On a bien entendu le bâtiment principal, dans lequel on retrouve les salles de classe, les amphithéâtres et les cuisines pour faire ses devoirs. Les cuisines sont libres d'accès à condition de remplir un formulaire et d'y apporter ses propres ingrédients. L'académie possède également des dortoirs, enfin au moins un dortoir car on n'en voit pas vraiment plus. Ce dernier, c'est celui de l'Étoile polaire, un endroit accueillant pour quiconque réussit l'examen d'entrée du dortoir. Attends, il y a un examen d'entrée pour l'académie et un examen d'entrée pour aller dormir? Oui, mais au moins celui-là, on peut leur passer autant de fois qu'on veut, même si ça peut prendre des mois. Mais en attendant, ils dorment où les gens? Une petite fournée de biscuits bien spéciaux pour un rhino bien spécial. Comme c'est gentil de ma part. L'examen d'entrée, c'est un peu le même, à savoir préparer un repas avec 5 ingrédients, et ceux présents dans la cuisine, pour impressionner la patronne de la résidence. Le dortoir possède également un potager, mais il en va de la responsabilité des occupants de l'entretenir. Après quoi, ils pourront disposer des légumes comme bon leur semble. Dans la continuité, il existe aussi une multitude de bâtiments qui sont dédiés à des nourritures bien particulières. On peut notamment citer un séminaire consacré spécialement aux épices par exemple, mais aussi une bibliothèque composée de livres scientifiques, académiques
ou même des romans. Mais toujours sur la bouffe, ça change pas. Il reste un bâtiment bien spécifique, l'arène Shokugeki, car s'il y a bien quelque chose d'important dans une école de cuisine, c'est de se battre en duel. Alors, curieusement, c'est pas la première nécessité qui me viendrait à l'esprit. Oui, parce qu'on parle de duels, mais des duels de cuisine. Quand il y a une querelle entre étudiants, ils s'arment de leurs fouets et de leurs spatules, et ils commencent à faire griller de la viande. Peu importe que vous ayez raison ou tort, ce qui compte, c'est ce qu'on bouffe. Ok, comment est-ce que ça marche exactement? Alors, il y a 3 conditions à remplir pour organiser un Shokugeki. Il doit être validé par une personne compétente, il doit avoir un nombre impair de juges afin d'éviter une égalité, et enfin, il faut que les 2 parties soient d'accord. Mais ça semble assez évident. Je te défie au cassoulet. Ben non, je veux pas. Monsieur, il veut pas se battre avec moi. Mais je ne veux toujours pas. Alors ici, j'ai donné un exemple de duel à 1 contre 1, mais on peut faire toutes les variations possibles. 2 contre 2, 3 contre 3, 2 contre 1, avec des tables, des échelles, des chaises, des cannes de stick. Une fois que les conditions sont remplies, le duel peut commencer. Les 2 parties peuvent préparer leur plat dans le temps imparti avant de le donner au jury, qui jugera sur le goût, l'arôme, la présentation et l'impact. L'impact se traduisant ici par la capacité à déshabiller les 10 membres du jury par la simple force de leur plat. À partir de là, les membres du jury votent pour savoir quel plat est le meilleur dans chacune des catégories, afin de nommer un vainqueur, même si ce n'est pas toujours le cas. Car s'il est obligé d'avoir un nombre impair de juges, l'un d'eux peut décider qu'il n'y a pas de vainqueur et ne pas donner de points. Ce qui rend totalement inutile la règle d'avoir un nombre impair. Et dans ce cas de figure, on prend les mêmes et on recommence. Et ce n'est pas le seul souci avec ce jury, car comme tout jury qui se respecte, il peut être soumis à quelques pots de vin pour voter en faveur de l'un ou de l'autre. Un problème qui sera réglé lorsqu'ils auront décidé que les juges devaient être neutres et impartials. Ça aurait été bien d'imposer cette règle dès le départ. Ah bah oui, en fait, on est con. Le Shokugeki a également une variante qu'on appelle le régiment de cuisine, ce qui se traduit par une série de duels entre 2 équipes. Les 2 équipes pouvant être composées d'une seule personne, mais dans ce cas-là, ça devient un Shokugeki classique. Dans ce genre de duel spécifique, une manche se déroule comme suit. Un nombre de participants est défini et choisi par chacune des équipes, chacun d'entre eux se voyant attribuer un plat à préparer, et donc un adversaire dans le camp adverse. S'ils en ont l'occasion, chaque membre peut aider ses coéquipiers dans la réalisation de leur plat. Une fois la manche terminée, les plats sont jugés séparément et les perdants sont éliminés, ne pouvant plus participer à une autre manche. Ainsi, la partie se termine lorsque l'une des 2 équipes a vu tous ses membres se faire éliminer. Vous avez été pesé, vous avez été mesuré, et on vous a jugé insuffisant. Toujours pour parler de combat de cuisine, ce n'est pas le seul et l'unique, puisqu'une fois par an a lieu un tournoi, l'élection d'automne de Totsuki. Un tournoi qui n'a pas d'autre utilité que de se la péter grave et d'avoir une chance de faire partie de l'élite de l'école. Ici, on n'est plus sur un simple duel, mais sur un véritable tournoi où vont s'affronter pas moins de 60 participants. Les candidats peuvent être sélectionnés de 2 manières différentes, soit pendant un camp d'entraînement durant lequel bon nombre d'étudiants se cassent les dents, et qui consiste en 2 épreuves. Pour donner une idée, il n'est pas rare que la moitié des élèves se fassent expulser durant ces 5 jours. Les 2 épreuves sont les suivantes: préparer un plat pour un club sportif et préparer un petit déjeuner. Ça va, ça n'a pas l'air trop complexe. Oui, sauf que quand on parle de petit déjeuner, il faut en préparer 200 en 2 heures. Et pour qu'un petit déjeuner soit comptabilisé, il faut qu'il soit validé par la personne qui le mange. Bref, au bout de ces 5 jours, on peut retenir 40 élèves qui seront qualifiés d'office, mais 40 ce n'est pas assez, donc on a en plus 20 repêchages pour compléter. Et ils doivent faire quelle épreuve ceux-là? Aucune, ils sont choisis arbitrairement par le conseil des 10, soit les 10 meilleurs élèves de l'école. Ah oui, donc les règles c'est un peu au pif. C'est vraiment rassurant de savoir que vous maîtrisez votre sujet. Une fois nos 60 élèves réunis, on les divise en 2 groupes de 30 participants pour les préliminaires. Ils devront préparer un plat en 1 heure pour les 5 juges. Alors, 1 heure, c'est pour la préparation, mais le thème est connu bien à l'avance, et les élèves ont tout le temps de choisir leur plat, la façon dont ils allaient le préparer, et les ingrédients qu'ils allaient utiliser. Après avoir goûté le plat, chaque juge donnera une note entre 0 et 20, ce qui donnera un total sur 100 points. Cependant, les juges sont assez stricts sur leurs notes, puisqu'ils jugent les élèves comme s'ils étaient déjà des chefs diplômés. Vous dites rien. Pourrait pouvoir, hein. Non, le fruit est bon, hein. C'est pas la peine de faire des ronds de jambes. Si c'est pas bon, vous avez qu'à le dire. C'est pas bon.
Merci bien. En somme, si la somme est en dessous de 50, le plat n'est même pas considéré comme étant satisfaisant. Tu te souviens des 60 participants annoncés? Oui. Eh ben tu prends les 52 pires et tu les jettes à la poubelle, parce qu'on ne garde que les 4 meilleurs dans chaque groupe pour la phase finale. Et s'il y a égalité dans un score, c'est le jury qui départage. À partir de là, on tombe sur un tournoi plutôt classique en 1 contre 1. Les adversaires sont décidés aléatoirement pour les 2 premiers tours, ce qui veut dire qu'après une victoire, vous ne savez pas qui va être votre adversaire. Et pourquoi est-ce qu'ils ne le font pas pour le 3e tour? Tu poses réellement la question? Bon, on va le laisser réfléchir un instant. Contrairement aux éliminatoires, ici le thème du plat n'est donné que la veille au soir, ce qui donne moins d'une journée à nos participants pour réfléchir leur plat de A à Z avant le duel qui lui ne dure que 2 heures. Parce que durant la finale, ils sont que 2. Et comme dans un shokugeki classique, les juges décident du vainqueur sans donner de notes. L'Académie culinaire Totsuki a été fondée par une famille, les Nakiri. Et plus précisément, Senzamon Nakiri, que l'on surnomme le roi démon de la nourriture. C'est un taureau. C'est Senzaemon. C'est pas censé être un humain. Ça peut prendre la forme que ça veut. Mais sous quelque forme que ce soit, on va le piéger. Ouais, enfin, c'est un taureau. Par contre, on ne sait pas si ce titre, ça lui vient de son talent à cuisiner ou à critiquer la cuisine des autres. Parce que, on va pas se mentir, le voir cuisiner est extrêmement rare, à tel point qu'on ne sait même pas quel est son style de cuisine. Ouais, bah finalement, ça a pas l'air d'être trop une menace, alors moi, je me casse. En tout cas, malgré tous ses talents, il va avoir un rêve, celui de trouver le chef parfait. Sauf qu'il va pas le trouver. Et quand on ne trouve pas, qu'est-ce qu'on fait? Ben on le crée nous-mêmes. Et donc, il va fonder l'Académie Totsuki, où se succéderont pas moins de 92 générations. Attends une seconde. 92 générations? Oui, mais c'est pas des vraies générations, c'est une génération par année. Ça change pas vraiment le problème. Il a quel âge le papy? 110 ans? Ouais, en vrai, t'as raison, on s'est un peu inquiété pour rien. En parallèle de son école, il va également avoir une famille, avec un fils et une fille qui chacun vont épouser un conjoint, et avoir une fille de chaque côté, donc les petites filles de Senzaemon. Et je passe très vite sur les enfants parce qu'il n'y a pas grand chose à dire dessus. D'un côté, le fils est parti au Danemark, et de l'autre, la fille a développé une obsession pour les cuisiniers noirs. Non, rien à voir avec leur couleur de peau. Ce sont des cuisiniers qui travaillent principalement pour les barons du crime et les autres personnes peu recommandables. Bref, les 2 filles, Alice, la fille du fils, et Erina, la fille de la fille, ont toutes les 2 été élevées dans le manoir Nakiri. Et on va dire que ça s'est passé mieux pour l'une que pour l'autre, parce qu'Irina était ce qu'on appelle une petite peste, critiquant un gâteau préparé par sa cousine, alors qu'elle n'avait que 4 ans, et qu'en vrai le gâteau, il n'était pas dégueulasse, parce qu'Alice c'est un jeune prodige. À son âge, elle cuisinait déjà comme un chef de 40 ans. À ne pas confondre avec un vieux prodige, qui lui cuisine comme un enfant de 4 ans alors qu'il en a 40. Et cet événement, ainsi que d'autres, vont profondément marquer la pauvre Alice, à tel point qu'elle va demander à son papa de l'emmener avec lui au Danemark. Un exil de 8500 km, ça fait une fameuse trotte. Et en seulement quelques années, elle deviendra une experte de la cuisine dite moléculaire, à savoir la discipline qui utilise la science pour cuisiner. Oui, enfin, techniquement, toute cuisine fait appel à des principes scientifiques. Non mais ici on parle vraiment d'utiliser d'autres ingrédients et techniques, comme l'azote liquide par exemple. Et maintenant, j'y introduis de l'hydrogène liquide qui n'altère pas le goût de la pâte. Elle retournera malgré tout au Japon pour rejoindre l'académie et retrouver sa cousine. Erika, elle, a été élevée au manoir Nakiri, et elle était loin d'être la plus gentille des 2, parce qu'elle était Non mais ça, tu l'as déjà dit, enchaîne. Irina, contrairement à sa cousine, avait un amour parfaitement relatif vis-à-vis de la cuisine. Et par parfaitement relatif, je veux dire qu'elle s'en moque comme de sa première toque. Il a fallu un homme, Joichiro Saima, et un plat pour qu'elle découvre qu'en fait, manger ça peut être bon. Pour une fille qui vit dans le manoir du roi démon de la nourriture. C'est même pas terrible en fait ce qu'il prépare. Ouais, je sais. Et en réponse à ce plat, Irina a demandé au mystérieux chef s'il voulait bien goûter ses plats à elle, ce à quoi il a répondu « Quand toi aussi tu seras devenu une grande chef », ce qui est soit de la clairvoyance de ne pas accepter le plat d'une gamine, soit de la méchanceté gratuite. En tout cas, il ne lui en fallait pas plus pour qu'elle se découvre une vocation pour la cuisine. Mais son dégoût, il vient d'où à la base? Irina, elle a un talent bien particulier, à savoir le palais divin qui lui permet par exemple de reconnaître 8 sortes de sels différents, rien qu'en les goûtant. Alors qu'on va pas se mentir, pour nous, du sel,
ça reste du sel. Et son père est une personne tellement bien intentionnée qu'il nous l'a forcé à utiliser son talent pour goûter des plats à la chaîne, l'amenant à détester la cuisine comme on l'a dit plus tôt. Et amenant son père à un exil d'une dizaine d'années. Elle finira par rentrer à l'académie à son tour, en gardant malgré tout les séquelles du comportement de son père, jusqu'à ce qu'elle le batte avec la seule arme qu'elle connaisse, sa propre cuisine. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo et j'espère qu'elle vous a plu. N'hésitez pas à commenter, liker, partager, à vous abonner pour ne manquer aucune des prochaines vidéos. Vous pouvez également me suivre sur les réseaux sociaux. Moi je vous dis à très vite. C'était le Grill Tweaker pour vous servir.